Et il avait tellement raison. C'est cette force du peuple français, ce génie du peuple français. Il savait et il aimait son peuple. Et il savait que ce peuple était capable de grandes choses. Et en fait, il lui a dit, vous êtes capable de grandes choses. Madame... Et ils ont fait des grandes choses. Cette histoire embarque beaucoup de gens. Est-ce que vous comprenez l'ambivalence, en revanche, des générations de Français d'origine algérienne? Vous avez cité des harkis, c'est une partie de la réalité, mais les Français d'origine algérienne, en général arabe, en général de confession musulmane, vous êtes une patriote française. Hein. Si votre pays avait été occupé pendant 130 ans, comme ça a été le cas de l'Algérie, on peut dire ça comme ça, est-ce que vous ne garderiez pas une dent? Non mais peut-être, mais je ne viendrai pas du coup pour vivre dans le pays dont je considère qu'il m'a occupé pendant 130 ans. Vous voyez, c'est là l'incohérence de comportement, je trouve. Vous savez très bien qu'il y a ce genre d'ambivalence, bien sûr. Vous les comprenez? Oui, mais c'est problématique. C'est problématique. Alors c'est un échec, hein, très clairement. C'est un échec de l'assimilation. C'est un échec aussi de nos responsables politiques, parce que en réalité, les gens qui viennent en France, on peut se dire, ils viennent en France parce qu'ils aiment la France, parce qu'ils ont envie de vivre à la française. C'est pas pour, en fait, venir vivre en France comme dans le pays qu'ils ont quitté. Parce que, pour le coup, c'est même pas une ambivalence, là, c'est une contradiction flagrante. Bon. Et or, ils ont leur place pour participer à la construction de cet avenir en France. Mais ils ne peuvent pas le faire dans une hostilité dont j'ai l'impression qu'elle est de plus en plus importante, génération après génération. Qu'est-ce que vous leur dites, pardon ? Moi, je dis que c'est en partie de la faute de nos dirigeants. Parce que quelqu'un qui vient en France, qui veut vivre en France, dont la France considère qu'il a le droit d'y rester parce qu'il a les qualités pour pouvoir rejoindre d'abord le pays et peut-être un jour la communauté nationale. En fait, il ne sait pas ce qu'on attend de lui. Nos dirigeants politiques ont un discours qui est totalement contradictoire. On leur dit en même temps, surtout restez comme vous êtes, conservez votre culture, vos mœurs, votre langue, etc. Et en même temps, on leur reproche de ne pas s'assimiler. Enfin, je veux dire, ils ne comprennent pas. Donc je crois qu'il faut qu'il y ait des règles du jeu claires. Et il me semble que le discours que nous portons est un discours clair. Quel message leur passez-vous à titre plus personnel? Vous avez réussi maintenant à avoir la faveur, ou en tout cas l'indifférence, de certaines minorités qui naguère étaient très méfiantes à votre égard. On peut citer quelques exemples. Les homosexuels. Très longtemps, les homosexuels en France étaient très méfiants à votre égard parmi les minorités. Aujourd'hui, c'est une notoriété publique, ils le disent, voilà, il y a beaucoup de députés parmi les reines homosexuels. Les Français de confession juive, on rappelait le passif antisémite de Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Français de confession juive qui sont de votre côté. Personne ne peut évidemment compter, ça ne se fait pas, et c'est pas comme ça qu'on fait la politique en France. Mais en revanche, les musulmans, les Français d'origine arabe, là, vous savez très bien, le Rubicon n'est pas franchi. Quel message leur passez-vous? Enfin, vous savez, il y a une île qui s'appelle Mayotte, hein, des Français qui ont voté pour rester français. Ils sont à 95% musulmans, ils ont voté pour moi à 60%. Donc non mais là vous réfugiez un peu. Vous citez toujours l'exemple de Mayotte. Vous avez raison, mais respect aux gens de Mayotte. Il n'y a pas beaucoup, il faut bien le dire, de départements où il y a 95% de Français musulmans. Bon, mais respect aux gens de Mayotte. Oui, mais allez, parlons de la France au total, de tous les Françaises et les Français. Voilà, mais je ne veux pas les catégoriser, mais oui, je pense que chez les musulmans de France, chez les Français de confession musulmane, ça reste. La méfiance à votre égard, ça c'est sûr qu'elle reste. Elle reste parce qu'un certain nombre de gens comme Jean-Luc Mélenchon, en réalité, ont créé un amalgame entre la religion musulmane et l'idéologie totalitaire islamiste. Et c'est terrible, en fait. Il porte une très lourde responsabilité. Parce que lui, quand on attaque, en fait, l'islamisme, il dit « Ah, regardez, c'est affreux, vous vous attaquez aux musulmans. » Non, et en fait, c'est lui qui a créé cet amalgame. Moi, je ne le fais pas, cet amalgame. Et cependant, est-ce qu'il y a un génie ? Alors, je leur dis, je suis une amoureuse presque transi de la Constitution française, de la Ve République. Voilà. Et donc, moi, la vision que j'ai de la France, c'est je ne regarde pas ni la couleur de peau, ni la religion, ni l'origine, ni l'orientation sexuelle, ni rien de tout cela. Je me bats pour les Français, tous les Français. Mais ceux qui sont venus récemment doivent également comprendre que l'assimilation est une démarche individuelle. Vous
voyez, c'est une démarche, il faut le vouloir. On ne peut pas assimiler de force. Elle a évolué, Marine Le Pen, vous le savez très bien. Je me rappelle, moi j'ai beaucoup pratiqué une Hélène Carrère d'Encausse dans sa jeunesse. Elle était apatride, elle était immigrée, elle disait nos ancêtres les Gaulois. Elle disait pourquoi pas, nos ancêtres les Gaulois, elle n'a pas un sang. Mais ça n'est pas la réalité d'aujourd'hui, vous le savez très bien. Est-ce que ça n'est pas le génie de Mélenchon quand il dit créolisation, métissage, appelons ça comme on voudra, de dire la France d'aujourd'hui, ce n'est plus comme ça qu'on s'intègre, que vous le vouliez ou non. Au fond, là, non, mais c'est pas, le courant démographique. Je vous pose une question très directe. Regardez, la démographie telle qu'elle est aujourd'hui, Marine Le Pen, France, en fait. la démographie telle qu'elle est aujourd'hui et l'immigration telle qu'elle est aujourd'hui, si elle continue comme ça, que ça plaise ou non, il y aura toujours plus de musulmans en France. Voilà. Est-ce que ça vous chiffonne? Mais encore une fois, la religion ne m'intéresse pas, parce que moi je suis pour la liberté religieuse et je pense qu'elle doit rester dans l'espace privé. C'est une culture, moi, c'est plus général, vous savez comme moi. Je lutte contre l'islamisme. Et non, ce que vous dites est faux. Voilà, ce que vous dites est faux. Tout ce qui nous choque, Qu'est-ce qui est faux? En réalité, tout ce qui nous heurte, ce sont des manières de faire des islamistes, pas des musulmans. Et Monsieur Rochemin, pour vous dire, moi je rencontre beaucoup de gens, et beaucoup de gens qui sont français d'origine et étrangère. Et je veux vous dire, je note une chose, tous ceux qui travaillent, viennent me voir avec des propos extrêmement positifs et me disent, Madame Le Pen, on bosse dur, on élève nos enfants, on veut vivre dans la tranquillité, on en a marre de ceux qui mettent le foutoir et on vous demande à leur égard de faire preuve de Madame fermeté. Le Pen, tout ça on comprend. Vous fuyez juste la question sur la culture. Et je pense qu'il y a trop. C'est plus général que ça. Je pense qu'il faut arrêter l'immigration. Madame Le Pen, j'ai 59 ans, avec mes collègues en rédaction, je faisais le constat. Là, on dira toujours plus wesh et voilà en France, et toujours moins. Moi j'entendais quand j'avais 20 ans, 20 dieux et crénons. Ah, c'est l'évolution de la culture. C'est comme ça. Non. Vous croyez pas? Non, non. Moi, je sais que M. Mélenchon a tiré un trait sur la ruralité, mais dans la ruralité, non, vous aurez encore, voilà, chez moi, c'est Damouy, vous voyez, en Bretagne. Bon, non, et il faut d'ailleurs. On peut dire Damouy wesh, c'est pas interdit. Non, mais il faut que ça reste. Et vous prenez quelque chose qui est anecdotique. Qui est révélateur? Qui est anecdotique. Ce qui est problématique, c'est l'hostilité qui est développée et qui est nourrie par un certain nombre de forces politiques chez les jeunes générations, parfois la deuxième, la troisième génération, l'hostilité qui est nourrie à l'égard de la France. Et ça n'est pas admissible. Madame Le Pen, prenons toutes les hypothèses. Tout à l'heure, on parlait de l'hypothèse où vous étiez inéligible. Regardons aussi l'hypothèse où vous gagnez. Voilà. Vous gagnez, une partie de l'appareil d'État fera obstruction. Vous savez comme moi, il y aura une forme d'objection de conscience. Regardez ce que le Conseil constitutionnel a fait contre M. Retailleau. Déjà, Retailleau, il le trouvait un peu dangereux. Ils sont tellement opposés à lui. Vous n'avez pas entré avec des kalachnikovs à la main au Palais Royal pour chasser M. Ferrand. Il n'a pas été élu président de la République. Oui. Qu'est-ce qui changera? Ça change un tout petit peu les choses. Ils vont vous faire une guérilla, vous savez comme moi. Mais qui va faire une guérilla? Le Conseil constitutionnel, une grande partie de la haute administration, à tort ou à raison, ils vont vous faire une guérilla. C'est quand même extrêmement inquiétant, ce que vous dites. Ça prouve d'ailleurs une forme de discrédit qui touche le Conseil constitutionnel, et je le regrette, mais c'est de leur faute. C'est de leur faute, ce discrédit. Parce qu'ils se prennent pour des législateurs, et accessoirement, de temps en temps, ils se prennent pour des constituants. Or, ils ne sont ni l'un ni l'autre. Et il faut que chacun soit à sa place. Parce que pour que la cinquième fonctionne, il faut que chacun respecte la place qui est la sienne. Et j'ai l'impression que de plus en plus, si vous voulez, certains sortent de leur couloir. Donc il faut que chacun retourne dans son couloir. À l'étranger, certains hurleront. Certains diront danger, l'Europe va s'écrouler, etc. Oui, comme avec Mme Mélanie. Hein. J'allais vous en parler. Et puis pour finir, bon. Elle a tweeté de manière tout à fait favorable à votre égard, un tweet de Marion Maréchal en l'occurrence. Est-ce qu'il y a une Europe qui se bâtira avec elle? Vous, elle? Oui, certainement. Il y a des alliances qui devront être cherchées et trouvées en Europe pour changer le fonctionnement de l'Union européenne. Parce qu'en réalité, nous n'avons jamais été contre l'Europe. Nous sommes contre le fonctionnement de l'Union européenne. Nous sommes contre une Commission européenne dont nous considérons qu'elle aspire la souveraineté des nations et s'attribue des compétences que personne, aucun peuple en Europe ne lui a attribuées. Et c'est pareil, chacun dans son couloir, que Mme von der Leyen reste dans son couloir. Or, elle ne cesse d'en sortir. Et moi qui suis le défenseur de la souveraineté nationale, de la démocratie, je ne peux pas admettre que le peuple se voit retirer
sa liberté de choix. Est-ce que paradoxalement, l'Union européenne, cette union-là en tout cas, peut plutôt vous servir? On voit dans l'histoire des hubs de renvoi, c'est-à-dire des centres de renvoi de migrants qui seraient situés en dehors de l'Union européenne. Madame Meloni, les socialistes danois, Madame Frederiksen, longtemps l'Union européenne a été plutôt contre vous. Là, sur un certain nombre de sujets, elle peut être votre allié si vous êtes au pouvoir. Oui, mais très bien. Enfin, j'ai pas besoin de l'Union européenne. Ah si, oui, on a toujours besoin. Non, mais je veux dire, normalement, je ne devrais pas en avoir besoin sur l'immigration pour une raison simple, c'est que l'immigration est une compétence nationale. Ça n'est pas une compétence de la Commission européenne. Voilà encore une compétence qu'ils se sont attribuées. Et parallèlement, ce que vous oubliez de dire, c'est qu'ils nous imposent des migrants, et si on les refuse dans les villages, dans toutes les campagnes, et si on les refuse, on est condamné à, je sais plus, 20 000 € par migrant refusé. C'est inadmissible, franchement. Madame. Le premier des éléments de la souveraineté, c'est la maîtrise de son territoire. Vous gagnez le 2 mai, vous devez ouvrir, vous devez gouverner. Vous avez déjà dit que, bienvenue à ceux même qui se rallieront tardivement, il va falloir ouvrir. On chuchote, dites-moi si je me trompe, vous allez sûrement dire que c'est faux, que notamment chez les partisans de Jordan Bardella, on dit que ce sera le moment d'ouvrir, peut-être même de faire une sorte d'UMP, nouveau genre, peut-être renoncer à ce mot RN, ancien FN, faire une sorte de nouvelle UMP avec Ciotti, avec quelques autres, et de partir aux législatives comme ça. Tactiquement, ce serait bien joué. Non, mais qu'il puisse y avoir une plateforme électorale qui se construise avec un certain nombre d'autres responsables politiques, bien sûr, mais nous l'avons déjà fait, cette union d'ailleurs, avec Éric Ciotti. Avec un nouveau nom ? Avec Éric Ciotti. Oui, mais avec un nouveau nom. Le nom peut être celui de la plateforme électorale. Il n'en demeure pas moins que chacun conserve son identité, parce que je pense ce serait une erreur en réalité parce que l'UMP ça n'a pas été un très grand succès quand même. À terme. Donc je pense que chaque parti doit conserver en réalité. C'est un sacré changement. Non, mais chaque parti doit. Votre père employait, vous souvenez-vous, le mot poupouche, ça serait plus qu'un poupouche. Non, mais ce serait un changement majeur. Non, mais chaque parti doit conserver son identité. Mais je crois que ce que Jordan souhaite faire, il a parfaitement raison, c'est une plateforme électorale du type de celle que nous avons pu faire en 2024 avec Éric Ciotti, avec, il faut bien le dire, un succès non négligeable. Vous ouvrez de quel côté? On a le droit de faire un peu de popole? Allez, Zemmour, vous prenez Zemmour dans votre gouvernement? Non mais, pardon, mais... vous pardonnez? Non mais, pardon, mais c'est absolument pas, en l'occurrence, dans cet état d'esprit qu'il faut l'envisager. Mitterrand avait bien pris des ministres communistes, il faut ouvrir, si vous n'allez pas être seul. Oui, mais vous voyez, il faut pas... moi, je suis tout à fait pour rassembler, et d'ailleurs, j'ai fait voter à mes adhérents le non-Rassemblement national. C'est pas juste parce que ça faisait joli sur la feuille, vous voyez, c'est parce que ça dit quelque chose de ce que je souhaite faire. Donc je suis pour le Rassemblement national, le plus large possible. Mais il y a une condition, il faut que tout ça conserve quand même une cohérence. Vous voyez, il faut que sur les grands sujets qui sont importants, nous soyons d'accord. Je ne suis pas sûre que sur un certain nombre de sujets, nous soyons en accord avec Éric Zemmour. Que par ailleurs, je respecte, parce que je respecte tous ceux qui sont choisis par des électeurs. Vous voyez, c'est à la différence de l'ensemble du reste de la vie politique. Je ne suis pas sectaire, moi. Je suis respectueuse et je ne suis pas sectaire. Est-ce qu'un Retailleau peut être ministre d'État d'un gouvernement que vous nommeriez? Non, mais vous n'allez pas me faire toute la liste. C'est pas tout à fait... Retailleau, c'est un cas particulier, vous savez comme moi. Avant les législatives, il y a des présidentielles. Moi, j'attends de voir comment se comporteront l'ensemble de ces gens aux présidentielles, qui sont des présidentielles dont ils savent, les uns et les autres, qu'elles sont absolument fondamentales pour probablement les 50 prochaines années. Madame Le Pen, 7 juillet... c'est le jour qui fixera votre destin. Pardon, je ne vais pas faire... je vous ai déjà... J'ai mort tout à l'heure, mais je me rappelle ce mot fantastique de Giscard, qui avait cette espèce de cruauté des grands chasseurs. Il disait, dans la vie politique, ça a l'air comme ça, courtois, et puis en fait, on chasse. On est chassé ou on est chasseur. Hein. Et est-ce que vous serez tué? Non, de toute façon, je veux dire, j'ai la peau un petit peu dure. Donc je ne sais pas, si quelqu'un cherche à me tuer, il a intérêt à avoir une lame bien aiguisée. Voilà. Encore une fois, je pense avoir une certaine résilience. Mais c'est la résilience de la conviction, vous savez. Parce qu'en fait, le confort, je vais vous dire, c'est tellement difficile en réalité que le confort, il pousse à laisser tomber. Moi, je ne laisserai jamais tomber. Précisément parce que j'y crois dur comme fer. Et puis parce que la politique, c'est de l'amour. Si vous n'aimez pas les gens, il faut faire autre chose. Tout vous paraît insupportable si c'est pas l'amour qui vous porte. Mais quand l'amour vous porte,
Bon, ben, on prend les coups les uns après les autres et puis on se crée une carapace. On citait De Gaulle tout à l'heure, le génie de De Gaulle. De Gaulle dit l'ambition est une passion enfantine. Il parlait de l'ambition politique. Hein. Oui, je suis assez d'accord. Mais je suis assez d'accord, et c'est ça qui perturbe en réalité les gens qui me croisent, les journalistes ou les analystes. C'est qu'ils pensent qu'il faut dire je rêve d'être président de la République depuis que j'ai 5 ans, et au biberon déjà je voulais être président de la République pour avoir une chance de gagner. C'est vraiment pas votre cas ? Je pense qu'ils ont tort. Alors c'est venu quand ? Bah, c'est déjà pas mon cas, puisque moi j'ai... C'est venu. Il y a un moment où c'est venu. Mais cher monsieur, j'ai passé la plus grande partie de ma vie à faire les campagnes de quelqu'un d'autre. Oui. Bon, voilà, donc... il y a un moment où c'est venu. Les choses sont très claires. Preuve en est. Et voilà, et il se trouve que, un peu le hasard d'ailleurs, hein, a contribué à me mettre sur la voie définitive de la politique un soir de second tour de 2002. Marine Le Pen, la Ve République se compte en reine. Je vous demande un petit exercice pour conclure. Un mot sur chacun de ceux qui seraient vos prédécesseurs si vous étiez élu. Un mot, adjectif, commentaire, ce que vous voudrez. Sur cette liste, voilà, c'est comme les consuls dans la Rome antique, hein, on compte un peu comme ça. De Gaulle. Un monument. Pompidou. Un visionnaire. Giscard. L'américanisation de la vie politique française. Mitterrand. Un redoutable roublard. Vous l'avez aimé ? Vous savez, en réalité, on les a tous combattus. Enfin, à peu près. Hein, j'avais 13 ans, moi, à l'élection de François Mitterrand. Mais plus ça va, plus on se dit que celui d'avant était mieux. Chirac. C'est paradoxal. Chirac. Il vous a combattu et vous l'avez combattu beaucoup. Ah, Chirac, c'est pas faux que c'était un roi fainéant, mais enfin, il portait quand même une image française, dirons-nous. Voilà. Sarkozy. Il s'est perdu. Hollande. Le lendemain de son élection. Et j'en veux, moi, Nicolas Sarkozy, parce que il était porté par une vraie vague. Il aurait pu faire beaucoup de choses, et il s'est perdu. François Hollande. Pensez à un mandat pour rien. Emmanuel Macron. Pour le coup, c'est vraiment la déconstruction française. Il veut autre chose. Il a voulu construire autre chose. Il n'a rien construit, il l'a juste détruit. Quelle réussite pourtant, hein. 2 mandats consécutifs, sans avoir, on verra ce qui se passe, mais a priori sans avoir à subir une cohabitation, pas d'opposition interne. Beaucoup de prédécesseurs en auraient rêvé, hein. Oui, mais qu'est-ce qu'il en reste ? En fait, au bout de 10 ans, donnez-moi une grande réforme du président Macron. Les électeurs ont jugé. Ils jugeront peut-être en 2032. Oui, bien sûr. Vous vous retrouverez peut-être face à Emmanuel Macron en 2032. Jugé, mais si on juge le bilan au bout de 10 ans, c'est quand même extrêmement mince. En tout cas, sur le plateau du positif, c'est quand même extrêmement mince. Marine Le Pen, merci. Rendez-vous, en tout cas, le 7 juillet. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre invitation.